Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. Dans quelques minutes, survolons ensemble la future loi A3DS, mais tout de suite, les brèves. Des nouvelles décisions ont été prises pour imposer aux collectivités en référé de passer aux 1607 heures, théâtre de Montreuil, et le Conseil d'État nous dit qu'un agent victime ou témoin d'harcèlement moral peut le dénoncer, mais dans le respect de son obligation de réserve. Donc, gare aux mots employés. Et puis, fonction publique toujours, la suspension d'un soignant non vacciné, non, n'est pas contraire à la Constitution, nous dit le Conseil d'État par 2 décisions du même jour. Élection maintenant. Sur les cartes d'électeurs, il va aujourd'hui, contrairement à certains modèles déjà diffusés d'ailleurs, y avoir un QR code, une mention du numéro national d'électeur, et tout ceci faisant un renvoi au site, le QR code électionintérieure.gouv.fr, dont le portail vient d'être lancé. En matière de déchets, la grève marseillaise est terminée, mais elle s'est terminée notamment parce que le tribunal administratif de Marseille a rendu une ordonnance imposant le déblocage des sites, donc via un référé mesure utile, donc sur la libération du domaine public. Voici les références de l'ordonnance. Et un contentieux a été déposé sur les mesures réautorisant, dans certains cas, le tri mécano-biologique. Affaire à suivre donc. En matière de contrat, le Conseil d'État confirme la censure de ceux des accords cadres, y compris le marché à bon de commande, qui sont dépourvus de plafond, même ceux passés avant le décret du 23 août 2021. Et puis, comme tous les ans, on a l'Observatoire économique de la commande publique qui a fait un guide intéressant et bien fait sur le recensement économique des marchés publics et des obligations pour les acheteurs publics en la matière. En matière d'urbanisme, le Conseil d'État a estimé que le sursis à statuer n'est pas toujours possible en lotissement. Le titulaire d'une autorisation de réaliser une opération de lotissement bénéficie d'une sorte de sécurité juridique maximale pendant une période de 5 ans. Détail ici. Et puis le Conseil d'État, toujours lui, a rendu 2 décisions intéressantes, complémentaires, un peu compliquées, sur l'office du Conseil d'État, sur les refus de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité. Conseil d'État qui, par ailleurs, a confirmé l'amende de la CNIL à Google, et tout le monde a signalé que c'était sur un montant quand même de 100 millions d'euros, mais ce n'est qu'une des décisions qui a été validée. Il y a toute une série d'autres sanctions infligées par la CNIL à Google, Facebook, etc., sur des montants extrêmement importants, et donc cette décision confirme, un mode d'emploi précis en matière de cookies sur Internet, et 2, des amendes assez colossales, dont celle de 100 millions pour Google, n'est que le sommet de l'iceberg, la première de ces sanctions. Et puis, mais nous allons en parler tout à l'heure dans le dossier, le Parlement s'est mis d'accord, commission mixte paritaire, sur le projet de loi 3DS, plutôt sur une version proche de ce qu'étaient les demandes sénatoriales, même très largement. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais tout de suite, passons à notre dossier. Faisons ensemble un rapide aperçu de la loi 3DS. Les 2 chambres du Parlement se sont mises d'accord sur ce projet de loi de différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale. Et pour que ce texte passe sous cette mandature, il a fallu au gouvernement et à l'Assemblée nationale accepter un très grand nombre d'avancées voulues par le Sénat, conduisant un texte ample, alors que le texte à l'origine était volumineux mais modeste. Aujourd'hui, il est très volumineux, avec assez peu de grandes révolutions, mais beaucoup de mesures qui, mises bout à bout, aboutissent quand même à des réformes importantes. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte. On va juste évoquer les grands items avant de discuter avec la sénatrice Gatel à ce propos. Il y avait, le gouvernement le voulait dès le départ, un principe de différenciation dans la loi. Sur ce volet-là, on ne va pas très loin, on peut être un peu indifférent à cette mini-révolution, mais le principe néanmoins en est posé dans la loi, c'est un jalon. Après, il y a la possibilité pour les collectivités de formuler des propositions de modification législative ou réglementaire sur leur territoire. Un ajustement des CTAP qui, à terme, peuvent avoir des impacts quand même sur ces réglementations. Il y a un renforcement du pouvoir réglementaire des collectivités, mais qui reste assez limité.
En revanche, quand on commence à parler des ajustements législatifs sur les volets décentralisation, intercommunalisation, compétences, là il y en a beaucoup d'ajustements, communes insulaires, métropolitaines, fracture numérique, les RODP pour les chantiers, la composition des conseils d'administration des CCAS ou CIAS, un gros volet routier. Vous vous souvenez qu'il y avait eu beaucoup de débats entre les compétences départementales et les éventuelles régionalisations. On a bien un transfert, si vous voulez, entre collectivités de la maîtrise d'ouvrage, d'aménagement, domaine routier, etc. et donc des départementalisations de routes nationales, mais qui pourront donner lieu parfois à des régionalisations ou des métropolisations. Il y a un volet voies ferroviaires, gares, mobilité, Grand Paris, JO 2024, compétences commerciales, volet emploi, tarification de l'eau et de l'assainissement, un très gros volet aussi sur l'intercommunalité. Transfert à la carte de compétences aux EPCI à fiscalité propre. On peut le faire beaucoup par des conventions aujourd'hui, mais là, à la carte. Retour de l'intérêt communautaire pour la voirie, pour les communautés urbaines et les métropoles, et même pour les communautés urbaines s'agissant des cimetières. Un EPCI peut déléguer ses compétences aux départements et régions. Avant, on avait un blocage là-dessus. Elles ont 8 du CGCT. Des nouvelles règles de tourisme en intercommunalité. Ça fait plein de fois qu'on modifie. Bah oui, une fois de plus. Nouveaux ajustements sur la mutualisation, notamment sur qui a l'autorité fonctionnelle selon les cas. Adhésion à des syndicats pour une partie du périmètre pour des nouvelles compétences. Fameux 52-11-61 du CGCT. D'autres divers ajustements sur la GEMAPI. Alors, le Sénat voulait éventuellement que l'on puisse ne pas avoir cette date butoir à la fin de cette mandature sur le transfert de l'eau et l'assainissement aux communautés de communes. Ça, c'est maintenu, le gouvernement n'a pas cédé, mais en échange, il a accepté des maintiens assouplis de syndicats infracommunautaires dans ces domaines, des plus grandes associations des communes pour la gouvernance des compétences eau et assainissement, plus un volet donc financier qui est intéressant. Et puis réforme s'agissant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le volet logement, handicap, SRU n'est pas non plus à sous-estimer. Ajustement sur la loi SRU, sur les attributions de logement, volet handicap, encadrement des loyers, plus souple, ouvert à de nouvelles villes, mais dans des conditions qui évoluent. La notion d'autorité organisatrice de l'habitat qui est instaurée. Sur tout ce qui est urbanisme foncier, à maîtrise foncière, réforme des établissements publics fonciers de l'État ou des collectivités, transformation des résidences de tourisme pour revitaliser les centres-bourgs des zones touristiques, 6 mois de plus en termes de délai pour le zéro artificialisation nette, tout un volet qui a donné lieu à beaucoup de débats sur les alignements d'arbres ou les procédures quand j'ai des arbres qui sont malades, souplesse pour l'acquisition des biens vacants et sans maître ou de ceux qui sont en état manifeste d'abandon, tout un volet également sur les chemins ruraux. Ouf. Et puis continuons notre liste. Un volet aménagement aux rues, aéroports, compétences régionales, Natura 2000, schéma de solidarité territoriale, départementale, un volet social et scolaire. Le Sénat n'a pas obtenu le transfert au département de la médecine scolaire. En revanche, ils ont obtenu l'autorité fonctionnelle des départements ou régions, président à chaque fois, sur les gestionnaires de collèges et de lycées, ce qui n'est pas un petit sujet. Il y a tout un volet avec un surcroît de compétences départementales pour la question de handicap et de grand âge et des participations financières assouplies des collectivités pour les investissements des établissements de santé. Toute une série d'évolutions sur la représentation des élus locaux au niveau local ou au niveau national pour un certain nombre d'instances locales ou nationales, donc ANA, CTAP, ADEME, CDID. Les préfets, eux, ont quelques pouvoirs sur les agences, enfin dans la représentation dans les agences de l'eau qui évoluent. Il y a un volet de déconcentration qui va pas très loin, mais on a eu tellement de mouvements de déconcentration par toute une série de textes depuis 5 ans que ça clôt le cycle. Il ne faut pas juger ceci qu'à l'aune de cette loi. Recentralisation expérimentale du RSA pour les départements volontaires, sachant qu'il y a déjà quelques endroits, Mayotte, Guyane, où c'est déjà fait, et que la Cour des comptes vient plutôt de s'exprimer contre ce type de recentralisation. Prise illégale d'intérêt et siège dans les organismes extérieurs, de nouvelles souplesses, à la suite des souplesses déjà de la loi sur la confiance en l'institution judiciaire sur ce point précis. Un assez gros volet transfrontalier intéressant et des visioconférences qui se retrouveraient un peu plus assouplies par rapport au régime issu de la loi de décembre 2019 sur l'intercommunalité et qui seraient créées pour départements et régions pour les assemblées. Évolution à la marge sur les CRC, déjà un petit peu ébranlé par la réforme de la responsabilité financière. Évolution pour tout ce qui est conditions de gestion et de financement des projets des collectivités territoriales, ajustement à la marge. Des modifications sur les pouvoirs de police, notamment intercommunaux,
Quelques évolutions sur les normes CNEN notamment, droit funéraire, outre-mer, ouf, n'en jetez plus, c'est énorme, c'est passionnant, c'est douloureux à décortiquer, mais on a pour quelques années à avaler et digérer tout ceci. Discutons de tout ceci avec Madame Françoise Gatel, sénatrice des Vilaines, qui était côté Sénat très en pointe sur ce dossier qu'elle a largement piloté. Elle préside la délégation sénatoriale aux collectivités et à la décentralisation. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, je crois que vous vouliez particulièrement aborder avec nous tous la question de volet décentralisation et logement. Absolument, maître. Sur la décentralisation, le Sénat avait beaucoup de convictions et beaucoup d'espérance. Donc on est sur un champ qui n'est pas celui qui nous réjouit le plus parce que nous avions des attentes très fortes avec un seul souci, celui de l'efficacité de la médecine scolaire, pour laquelle nous sommes absolument convaincus que cette médecine scolaire qui est une exigence pour repérer des enfants en difficulté et qui passent souvent sous les radars, cette médecine scolaire devrait être confiée à l'échelon qui a la solution et le savoir-faire, c'est-à-dire le département. Et je crois que là, on aura un vrai progrès, une vraie efficacité de l'action publique, ce qui était l'objectif du Sénat. Le gouvernement ne l'a pas voulu. Nous avons indiqué en tout cas qu'on suivrait cette affaire de près et que nous continuerions l'exigence qui est aussi portée par les départements. Même chose dans les déceptions sur la coordination de l'emploi pour les régions. Donc la décentralisation est assez timide dans ce texte, à l'exception d'un sujet majeur qui, je crois, incarne l'esprit qui guide le Sénat. C'est tout ce qui a trait aux dispositions de la loi SRU et au logement social. Donc on sait qu'en France, on a une loi qui impose de manière uniforme aux communes relevant d'une certaine catégorie des quotas de logements sociaux. Et comme les communes ne s'acquittent pas de ces quotas, on entre dans le volet punitif, c'est-à-dire amende et privation des pouvoirs du maire importants, attribution des logements, mais aussi droit de préemption. Et je ne pense pas que cet esprit punitif permette de régler les problèmes là où il y en a et permette aux maires qui le souhaitent, mais qui ont des difficultés à construire des logements sociaux parce qu'il faut acquérir du foncier, il y a des recours, enfin voilà, ça prend du temps, les maires n'y arrivent pas. Donc nous avons proposé un contrat de mixité sociale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que cela veut dire que les communes soumises à ces obligations de la loi SRU pourront contractualiser avec leur préfet un contrat définissant les conditions de rattrapage de leurs obligations sur une durée qui est assez longue parce que c'est 3 ans renouvelables 2 fois. Ça veut dire qu'on entend que les maires sont de bonne foi, qu'ils s'engagent à s'acquitter de leurs obligations, mais que l'on va prendre en compte d'une manière responsable les difficultés, les contraintes des maires. Et que ce contrat de mixité sociale passé entre le maire et le préfet ne pourra pas faire l'objet d'un veto par une commission nationale ou le ministère. Ça, c'est une révolution culturelle. De même que nous avons permis par les dispositions prises au Sénat que les intercommunalités soient maintenant des autorités organisatrices de logement. Donc, on va pouvoir regarder cette question de logement à une échelle d'efficacité, parce que parfois, on a des communes qui sont soumises à une obligation de logements sociaux, mais elles n'ont ni moyens de transport, ni emploi. Donc, offrir un logement social à une personne ou lui permettre de se loger doit aussi s'accompagner d'un retour à l'emploi et de solutions de mobilité. Donc, je trouve que là, on a un exemple de réussite sénatoriale, il faut le dire, et d'exigence qui va vraiment dans cet esprit de décentralisation et d'action au très bon niveau, au juste niveau en tout cas, qui est très intéressant. Il me semble que le faible volet différenciation peut laisser indifférent, mais que vous êtes allé assez loin sur l'intercommunalité. Oui, nous voulions que la différenciation soit un principe
qui puisse être utilisé pour l'ensemble des collectivités. Ça n'a pas été possible. Par contre, oui, il y a vraiment là aussi un nouveau regard sur l'intercommunalité, qui est une structure d'une grande utilité, à valeur ajoutée, mais je crois qu'elle a atteint un stade de maturité qui lui permet aujourd'hui de considérer que ce qui parfois pose question, comme la voirie, puisse être réparti après discussion au sein du conseil communautaire entre la métropole et la commune qui, par exemple, veut gérer les nids de poules. Donc la voirie de proximité, c'est ainsi. Et puis, nous permettons aussi une nouvelle évolution de l'intercommunalité. Alors sans doute dans des petites intercos où les communes pourront transférer des compétences facultatives à l'interco qui pourra exercer ces compétences pour quelques communes, exemple la petite enfance ou les compétences scolaires, évitant ainsi des créations de syndicats supplémentaires. Et je pense que c'est une reconnaissance de la valeur de l'interco, puisque les communes viennent demander à l'interco d'agir pour leur compte, et c'est le principe même de l'interco. Il y a aussi un volet EPL et plus largement autres personnes publiques ou privées pouvant donner lieu à prise illégale d'intérêt pour lequel vous avez voulu quelques garanties, je crois. La prise illégale d'intérêt a longtemps concerné l'intérêt personnel et on a vu des interprétations que nous avons qualifiées un peu d'excessives, parce que c'était prise illégale d'intérêt public et intérêt public. Exemple, je suis élu d'une collectivité, je siège parce que la collectivité m'a désigné dans un EPL et je ne peux pas participer à une délibération ou à une décision de cette EPL parce que la décision concerne mon interco. Ce qui était assez ubuesque, puisque je prenais souvent l'exemple des syndicats. Un élu est désigné par sa collectivité pour la représenter dans un syndicat de collecte d'ordures ménagères. L'élu en question participe tout à fait naturellement au vote du taux de la redevance ou de la taxe. Ça ne pose pas de question. Or, dans le dispositif des EPL, ça n'était pas possible et on se retrouvait avec des choses très étonnantes puisqu'il y avait souvent un déficit de quorum parce que tous les élus devaient se retirer. Donc on a renforcé la transparence, il faut le dire, ce qui est une exigence tout à fait entendue, et en même temps, on a permis que ces EPL puissent fonctionner, que l'élu puisse exercer les fonctions pour lesquelles il a été désigné par sa collectivité en sécurité et en sérénité. Alors bon, un des sujets très très débattus est celui des éoliennes. Oui, parce que les éoliennes sont un sujet assez hystérique dans les communes, parce qu'il y a des pro-éoliennes et des anti-éoliennes, et le maire se retrouve au carrefour de cette hystérie, responsable de tout et coupable de tout. Donc nous avons voulu sécuriser les choses, rationaliser et protéger le maire. Et donc, dès promulgation de la loi, les communes pourront, par des procédures simplifiées de PLU, dans un règlement, définir des zonages d'éolien à partir de critères naturellement objectifs, ce qui va sécuriser les maires, ce qui permettra aussi d'associer la population, puisqu'il y aura des enquêtes d'utilité publique et on aura, je crois, juridiquement sécurisé ces installations qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles et irrationnelles. Il était temps d'apporter un peu de sécurité, voire de sérénité. Et quels sont les éléments de bilan et de perspective pour l'avenir au lendemain de cette loi? Je pense, tout le monde l'a dit, que ce n'est pas une grande loi de décentralisation. C'est vrai, la ministre d'ailleurs n'avait pas cet objectif. Je crois que le Sénat lui a donné une sorte de souffle, en tout cas un esprit. On a fait souffler un esprit en faisant de la loi une loi qui permet, qui autorise et qui permet de s'adapter contre un esprit des lois territoriales récentes qui était un esprit très simple, où la loi, elle corsetait, elle obligeait ou elle interdisait. On a vu que ça ne marchait pas.
Donc en quelque sorte, on a ouvert la porte à plus d'oxygène et de respiration. Je pense que maintenant, il faut un peu plus d'audace et un peu plus de souffle, et qu'en même temps, moi, je crois beaucoup que nous ne pourrons avancer que par une révision constitutionnelle, on le sait bien, mais qu'il faut aujourd'hui encourager l'expérimentation, favoriser la différenciation comme on l'a permis. Il y a des champs, encore une fois, le logement, l'intercommunalité sont quand même des révolutions culturelles. Et puis, il faut surtout cultiver l'évaluation et éviter le droit d'exception, ce que nous avons fait en faisant que ce que le gouvernement proposait pour Aix-Marseille-Provence, qui était très justifié, puisse être aussi possible pour l'ensemble des collectivités qui le souhaitent, encore une fois. C'est-à-dire on est vraiment dans le champ des possibles et non pas dans le champ des contraintes et des obligations. Merci Madame la sénatrice et au revoir. Merci beaucoup, maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le 5 minutes juridiques par l'ordre associé pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.